à tous et bienvenue dans Rencontre. En 1979, il y avait plus d'1,3 million éléphants en Afrique. En 2016, on ne compte plus que 415 000 pachydermes sur le continent. Chaque année, ce sont 38 000 éléphants d'Afrique qui disparaissent. Et si la tendance se poursuit à la même allure, les éléphants devraient avoir entièrement disparu du continent d'ici 15 ans. Pour éviter cette tragédie, le gouvernement chinois a annoncé l'interdiction totale du commerce d'ivoire sur le territoire national à partir du 1er janvier 2018. Dès la fin 2017, les ateliers de sculpture d'ivoire et les points de vente au détail avaient été fermés. La communauté internationale a toujours considéré la Chine comme le principal marché mondial de l'ivoire. Cette décision historique de la Chine va-t-elle avoir un effet majeur sur le braconnage des éléphants et le commerce illégal de l'ivoire? Va-t-elle permettre la survie des éléphants d'Afrique? Avant d'en discuter avec nos invités, quelques éléments de réponse avec notre journaliste Sun Yang. Le marché d'antiquités de Beijing est le plus ancien marché d'antiquités et d'objets d'artisanat de la Chine. Énormément d'objets en ivoire y ont été vendus par le passé et les amateurs de l'ivoire venaient en nombre. Quelle est la situation aujourd'hui dans ce marché après l'interdiction du commerce de l'ivoire? Regardez avec moi. Le magasin d'antiquités de M. Li est le premier magasin privé en Chine à avoir obtenu une licence de vente pour les objets en ivoire. Suite à l'interdiction totale de vente, il a immédiatement retiré toutes les sculptures en ivoire dans son magasin. Il est certain que nos revenus en sont impactés, mais le commerce d'antiquités est une activité tranquille, plaisante. C'est une culture. Si l'on enfreint la loi pour faire du trafic illégal d'ivoire, alors cela n'en vaut plus la peine. Aujourd'hui, je vends des objets en jade et en ivoire de mammouth, et je ne suis pas moins heureux. Dans ce marché d'antiquités, plusieurs propriétaires de boutiques faisaient autrefois le commerce de sculptures en ivoire. Tous affirment soutenir l'interdiction de vente de l'or blanc. Aujourd'hui, tous les magasins comme le nôtre ont déjà retiré de la vente leurs objets en ivoire et attendent les instructions de l'État pour savoir qu'en faire. Maintenant, nous ne vendons que de l'ivoire de mammouth importé de Russie. Je pense que cette interdiction est une bonne chose. Cela aura certainement un impact sur la protection de la faune sauvage de notre pays. Mais suite à l'interdiction totale, que fait des sculptures déjà existantes? Que va-t-il advenir à ce patrimoine et de sa transmission? Nous allons nous rendre au bureau de l'administration forestière étatique de Chine afin d'obtenir quelques réponses. Un article de cette interdiction stipule que le travail des sculpteurs sur ivoire, dont les œuvres sont considérées comme héritage culturel, pourrait être maintenu. Mais les mesures relatives à cet article ne sont pas encore bien définies. Comment conserver ce travail et les œuvres qui en découlent? Quelles personnes pourront continuer la sculpture sur ivoire? Rien n'a encore été étudié. Cependant, la Chine reste le seul pays au monde à avoir complètement stoppé son commerce de l'ivoire. Le gouvernement chinois est donc pour le moment le seul à avoir accompli un travail considérable pour la protection des éléphants. D'après une étude menée en 2017 par le bureau chinois du WWF et Trafic, le marché d'ivoire sur le territoire chinois s'est effondré depuis son interdiction. La quantité d'ivoire illégale dans les commerces a diminué de 49% en moyenne par rapport à 2016. Selon les chiffres publiés par l'IFAW, le prix et la quantité de l'ivoire sur les marchés chinois et asiatiques a chuté considérablement en 2017. L'interdiction du commerce de l'ivoire par la Chine a également obtenu le soutien de la communauté internationale. Ainsi, l'IFAW remercie la Chine dans un tweet et déclare se tenir à ses côtés, le pays ayant pris la décision de mettre fin à son commerce intérieur d'ivoire. Parallèlement, certains spécialistes estiment que la Chine doit poursuivre ses efforts dans la mise en place d'une législation nationale dans ce domaine. Je suis certaine que cela va changer les choses. Les prix de l'ivoire se sont déjà effondrés en Chine. Mais le fait que cela ait pris autant de temps signifie que ce marché s'est propagé dans toute l'Asie. Je pense que la Chine doit prendre la responsabilité pour le monde et les éléphants d'écraser ce marché en Asie. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau M. Wu Zexuan et M. Richard Axt.
Monsieur Wu Zexia, vous êtes un ancien diplomate, vous avez mené votre carrière diplomatique en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Et Richard Ernst, vous êtes un correspondant en Chine de la magazine Paris Match. Bienvenue sur notre plateau. Donc, Monsieur Wu, je voudrais savoir, à partir du 1er janvier 2018, si un marchand vous dit qu'il est un vendeur légal ou bien qu'il est un vendeur approuvé par l'État d'ivoire, un vendeur d'ivoire approuvé par l'État, c'est qu'il vous trompe et qu'il viole la loi, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'exception? Il n'y a pas d'exception, voilà. Donc, à partir du 1er janvier de cette année, il n'y a plus aucun vendeur, aucun commerçant légal à ce propos. L'interdiction est totale. Donc, c'est très sérieux, voilà, c'est une interdiction, voilà, qui est vraiment draconienne. Il n'y a pas d'exception. Mais l'interdiction du commerce d'ivoire en Chine est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Pourquoi la Chine a-t-elle pris cette décision historique? Bon, il faut savoir que la Chine est depuis longtemps pays signataire de la Convention sur le commerce international des espèces en danger d'extinction. Donc ce n'est pas le commencement d'un travail qui interdit ce genre de trafic. Déjà, depuis des années, la Chine a fait des efforts. Mais c'était des interdictions réglementées, c'est-à-dire il y avait des possibilités de faire certaines activités autorisées. Autorisées par la Convention internationale, justement. Bon. Mais ceci étant, la Chine faisait toujours des efforts pour lutter contre la contrebande. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas réglementé était réprimé. Par exemple, en 2014, la Chine a détruit plus de 6 tonnes d'ivoire brut. Voilà, qui faisait l'objet de contrebande. D'accord? Et l'année suivante, c'était encore plus de 600 kilos d'ivoire brut qui ont été détruits. Voilà. Et tout ça pour dissuader justement des activités illégales. Bon. Donc, progressivement, on a pris des mesures de plus en plus sérieuses et pour finir, cette fois-ci, sur une interdiction totale du commerce sur le marché intérieur. Vous avez des explications? Moi, je pense que ce qui a fait bouger le gouvernement chinois, il y a plusieurs raisons, mais c'est une prise de conscience. D'abord que si on continue à massacrer des éléphants, dans 10 ans, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus en Afrique. Et ça, le gouvernement chinois est conscient de ça. Il a décidé donc d'un geste fort, l'interdiction de l'ivoire. Ensuite, il y a une autre raison, c'est que 70% environ de cet ivoire récolté sur des éléphants tués en Afrique arrivait en Chine. C'est pas bon pour l'image de la Chine, c'est le moins qu'on puisse dire. L'éléphant est un animal sympathique, notamment en Occident. L'éléphant, il y a une bande dessinée qui s'appelle Babar, qui est très populaire. C'est un animal intelligent. Enfin, le massacrer comme ça, c'est pas bon. Et puis, troisièmement, c'est très mauvais pour l'image de marque de la Chine d'être associé à des trafiquants. C'est bien ça, de laisser faire des trafics, des gens qui gagnent de l'argent en tuant des éléphants. Au moment où la Chine veut avoir beaucoup plus de contacts internationaux, elle s'ouvre, ça fait déjà des années, mais là, c'est une espèce de mûrissement de cette ouverture, de s'attaquer à ce trafic. Et comme la Chine est un pays qui a une administration, qui peut décider de la répression de ce trafic, eh ben, elle le met en marche. Là, ceux qui continueront à faire ce trafic seront dans l'illégalité et seront probablement très durement punis. Vous avez bien expliqué le contexte national et international de cette interdiction, mais l'interdiction avait déjà été annoncée il y a 1 an
en 2016 afin de préparer le terrain. Donc, quelles vont être les conséquences de cette interdiction? Quels sont les impacts directs sur les... parce qu'avant 2016, il y avait encore des vendeurs ou des ateliers spécialisés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y a certainement d'abord les artisans qui sont là, des gens professionnels dans le métier. Bon, ces gens-là, évidemment, ils auraient dû, pendant un an, voir d'autres activités. Bon, de toute façon, chez nous, il y a un système de protection sociale. Si jamais ils se retrouvent momentanément en chômage. Et puis, il y a aussi la possibilité de créer d'autres emplois, avec l'aide du gouvernement. Bon, ça c'est quand même une infime minorité des gens par rapport à une population qui compte 1,3 milliard d'habitants. Bon, les artisans qui sont spécialisés dans le travail de l'ivoire sont comme vous pouvez imaginer, très minoritaires. Bon, mais il y a aussi des commerçants. Mais là, la situation est moins préoccupante parce que les commerçants, ce sont souvent des antiquaires ou des commerçants qui travaillent aussi pour d'autres objets d'art artisanal. Comme donc, du bois. Voilà, ils ne sont pas spécialisés uniquement dans les produits d'ivoire. Bon, il suffit qu'ils arrêtent une partie de leur activité et qu'ils concentrent leurs efforts sur d'autres activités. Bon, c'est moins dramatique. Bon, mais de toute façon, c'est une très bonne chose. Il faut que tout le monde concerné prenne conscience de la nécessité de faire arrêter ce genre d'activités qui sont aujourd'hui interdites. Mais l'art de sculpture d'ivoire est toujours apprécié par les Chinois, par la population chinoise. Cet art a été même intégré dans le patrimoine culturel immatériel du monde. Donc, comment on va traiter cet art? Est-ce que cet art va disparaître à partir de ça? Je pense qu'il sera moins actif, forcément. Il y aura toujours de l'ivoire ancien, mais il n'aura plus besoin d'être travaillé. C'est effectivement... il faut savoir ce qu'on veut, ou c'est préserver les éléphants. Oui, monsieur Wu, c'est ça la question que je voulais vous poser, c'est que que vont devenir les produits déjà existants? Je pense que il y a deux solutions. Soit les musées conservent toujours certains produits, ça c'est sûr, parce que pour ceux qui avaient été déjà travaillés avant l'interdiction, on ne va pas détruire les objets d'art comme ça. Je crois que les musées continueront à conserver les objets d'art de grande valeur. Et puis c'est les individus qui avaient déjà acquis avant l'interdiction des objets artisanaux faits en ivoire. Ils vont conserver leurs objets chez eux. Il faudra pouvoir prouver qu'ils les avaient depuis longtemps. Oui, bien sûr. Mais en même temps, il n'y a plus aucune activité nouvelle pour travailler encore sur l'ivoire, parce que c'est illégal, et puis il n'y a plus de possibilités matérielles, puisque le commerce est interdit. Donc il n'y aura plus de nouveaux ivoires bruts qui arrivent. Mais ça va avoir une conséquence sur le prix de l'ivoire. Oui, ça ne va pas causer une surenchère des prix suite à l'interdiction? Là, il y a deux possibilités économiques. Ou bien le prix va baisser parce que ça va devenir démodé d'acheter de l'ivoire. C'est pas une bonne publicité pour un produit que son importation soit interdite. Peut-être que ça va baisser, mais ça peut être l'inverse aussi. Comme il sera plus rare, qu'il n'y aura plus de nouveaux arrivages, peut-être que les prix vont augmenter. C'est difficile de le dire aujourd'hui, je pense. Mais quand on parle de ce prix, est-ce que ça existe toujours? Parce que après, pour les produits déjà existants, on peut les commercialiser? Ça fait déjà un an qu'on a annoncé l'interdiction. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté pendant un an? Alors, il y a une baisse de 80% de trafic, de contrebande. Et puis, il y a aussi une baisse de 65% de prix. Parce que lorsque les gens voient que ça ne rapporte plus, pour ceux qui sont spécialisés dans la revente, les spéculateurs, mais pas les conservateurs individuels, pour ceux qui sont justement dans ce genre d'activité de spéculation, ils ne voient plus d'intérêt. Mais c'est pour ça qu'il y a cette baisse, cette double baisse, à la fois de
des activités de contrebande et des prix. Bon. Et on a mené aussi un sondage sur l'intention des consommateurs ordinaires, voilà, des individus qui aiment l'ivoire. Et apparemment, 60% des éventuels acheteurs des produits pour leur plaisir disent qu'avec l'interdiction, on est conscient de la nécessité de ne pas contribuer aux activités de ce genre. Donc 70% qui disent qu'ils n'achèteraient plus. Apparemment, ce sont des bons signes. Mais encore une fois, il faut que la loi soit sévèrement appliquée, bien sûr, pour dissuader toute tentative de contrebande nouvelle. Mais ce sera plus difficile. Hein. Techniquement, ce serait très risqué, très difficile. On risque gros, parce qu'on risque d'être sévèrement puni à cause de cette interdiction totale. Et la sculpture de l'ivoire fait depuis longtemps partie de la culture des pays asiatiques, comme dans notre pays voisin, comme au Japon. L'industrie de l'ivoire continue d'être un marché très important. Je cite quelques chiffres qui sont très impressionnants. Entre 2012 et 2014, plus de 12 tonnes d'ivoire auraient été vendues sur le site Yahoo du Japon. Entre 1979 et 1989, le Japon a importé environ 5000 tonnes d'ivoire, ce qui équivaut à la mort de 250 000 éléphants. Depuis 1989, le Japon est devenu le principal importateur mondial d'ivoire. Donc, pensez-vous que les bons effets menés par le gouvernement chinois, je veux dire cette interdiction du commerce d'ivoire, vont être atténués par notre pays voisin, le Japon, ou bien par son marché incontrôlé? Le Japon est évident qu'il faut qu'il fasse un effort, les autorités japonaises, pour arrêter qu'on ait des chiffres comme ceux que vous venez de citer. C'est évident. Ou alors il n'y aura plus d'éléphants, on en revient là dans 10 ans. Là, pour l'instant, en Chine, un effort est évidemment fait. Il y a une prise de conscience qui me semble claire, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le Japon, je connais moins la situation, mais c'est évident qu'il faut qu'il fasse un effort pour arrêter ça. Et je pense que la prise de conscience de la préservation de l'éléphant dans la population, notamment chez les jeunes, il y a un sentiment, je dirais, un peu écologique qui existe en Chine aussi. L'écologie s'est beaucoup développée. Tout ça, ça va amener à ce qu'il y ait moins d'importation illégale ou légale, enfin qu'il n'y ait plus d'importation du tout d'ivoire au Japon, comme ça vient d'être décidé en Chine. Et monsieur, pensez-vous que la décision du gouvernement chinois va pousser le gouvernement japonais de prendre des mesures? J'espère bien que cet exemple de la Chine influence, va faire réfléchir au moins aux autorités japonaises. Voilà. En plus, avec cette interdiction totale de la Chine, je pense que la communauté internationale, l'opinion internationale, toutes ces organisations internationales pour la protection des espèces en danger, pourront crier haut et fort auprès de tous les pays qui ne respectent pas encore cette volonté commune de l'humanité de protéger l'environnement, l'écosystème et tout. Donc, monsieur, pourriez-vous nous expliquer pourquoi Hong Kong est exclu de l'actuelle interdiction du gouvernement chinois? En effet, il y a deux vitesses. Il y a deux vitesses qui s'expliquent par le fait que Hong Kong constitue une région autonome. C'est-à-dire on a appliqué depuis la rétrocession de la souveraineté de Hong Kong au gouvernement central de la Chine, on applique ce système de un pays, deux systèmes politiques et sociaux. Donc Hong Kong garde toujours un statut un peu spécial. C'est pour ça que pour ce genre de problème, il faut que les autorités locales prennent des décisions. C'est pour ça qu'ils ont aussi suivi le pas du gouvernement central pour adopter une loi, mais qui entrera progressivement en vigueur, pour arrêter et de façon progressive toutes ces activités commerciales en ce qui concerne le commerce d'ivoire. Et d'ailleurs, même avant, le commerce d'ivoire est réglementé, ce n'est pas un commerce libre, c'était réglementé. C'est pour ça qu'il y avait aussi
voilà, jusqu'à présent, qu'il y a toujours la lutte contre la contrebande. Par exemple, entre 2000 et 2017, les autorités hongkongaises ont déjà saisi 38 tonnes. Voilà, c'est énorme. Voilà, 38 tonnes saisies d'ivoire, saisies, voilà, faisant l'objet de contrebande. Bon, ben, ils ont promis de détruire tout ça, tout le stock. Bon, voilà. Donc vous voyez, il y a toujours un travail énorme. Bon, s'il y a autant d'ivoire qui passe par Hong Kong, c'est parce qu'en effet, c'est une plaque tournante, voilà, du commerce d'ivoire. Bon, ben, c'est pour ça qu'ils veulent bien, voilà, résoudre le problème, mais comme c'est un problème assez difficile à résoudre de façon, voilà, brusque, voilà, ils ont préféré, voilà, une solution progressive. D'accord. L'ivoire est très recherché en Chine, donc comment a évolué la perception du public chinois en matière de protection animale et quel rôle ont joué les stars, notamment une personnalité comme Yao Ming, dans l'évolution des mentalités concernant la protection de la vie sauvage? Nous allons regarder un petit montage vidéo pour mieux comprendre le rôle joué par les célébrités et la société civile tout entière dans ce changement des mentalités. Yao Ming, célèbre joueur de NBA de 38 ans, s'est engagé pour la protection des éléphants en 2006. Il s'est rendu 2 fois en Afrique afin de mieux comprendre le problème du braconnage et y a tourné le documentaire The End of the Wild. Lorsque la Chine annonce l'interdiction totale du commerce de l'ivoire, Yao Ming s'exprime une nouvelle fois, demandant à la population de boycotter les objets en ivoire. La loi, c'est la loi. Mais parfois, nous avons aussi besoin de plus de concret pour aider les gens à comprendre et pour qu'ils arrêtent d'acheter. En fait, nous ne sauvons pas seulement des éléphants. Nous nous sauvons aussi nous-mêmes d'une sorte de soif, une soif d'achat ou une soif égocentrique, peu importe. À l'instar de Yao Ming, beaucoup de célébrités s'impliquent peu à peu dans la protection des animaux sauvages, participant à des spots publicitaires ou à des documentaires pour des œuvres de bienfaisance. Cette interdiction est-elle une manière pour la Chine de s'assurer une image de puissance responsable, messieurs? La Chine donne un exemple qu'elle peut faire quelque chose. C'est vraiment, à mon avis, une évolution sociologique. C'était pas pareil quand la Chine était un pays en développement. Maintenant, c'est la deuxième puissance économique au monde. Elle peut donc prendre des mesures qui feront réfléchir les autres continents, les autres pays. C'est donc quelque chose qui est maintenant évident que toutes sortes de circuits qui partaient d'Afrique, qui passaient par l'Europe, parce que l'Europe elle consomme peut-être moins maintenant d'ivoire, mais il y a beaucoup de trafic qui passe par elle. Tout le monde va réfléchir. Ça fait bouger le fait que la Chine ait décidé d'arrêter le trafic d'ivoire. En Chine, notamment dans la jeunesse, la préservation de la nature, c'est assez nouveau, mais c'est réel. C'est grâce à la campagne de sensibilisation. Voilà, on voit dans le métro, par exemple, des publicités, voilà, qui disent il ne faut pas tuer les... Voilà, les Yao Ming, l'exemple que vous avez donné, bon, il a fait beaucoup d'efforts. Les gens, en effet, prennent conscience. Les gens, voilà. Il fait les efforts parce que c'est déjà dans l'air du temps. C'est pas lui qui a décidé de lancer ce genre de campagne. Ça correspond à une évolution
sociologique, je pense. Bien sûr, bah, surtout c'est important pour un pays qui compte autant d'habitants, pour un pays qui est en même temps la deuxième économie du monde, qui doit prendre sa responsabilité. C'est en même temps l'un des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc c'est la responsabilité de la Chine de faire ce genre de gestes responsables. Mais depuis longtemps, la Chine est beaucoup critiquée par les médias étrangers pour son trafic du commerce d'ivoire. Mais la balle n'est-elle pas désormais dans le camp des pays occidentaux? Quelle est la situation des pays occidentaux? L'Europe, elle observe forcément ce qui se passe, ce que la Chine vient de décider, et la France en particulier. Il y a eu des tas de communiqués d'associations de défense de la nature qui félicitent la Chine pour avoir fait ça, des tas d'associations qui luttent contre le braconnage, enfin, la chasse illégale d'animaux, ou contre le commerce de l'ivoire. Et puis il y a une loi sur la biodiversité en France qui a été votée cet été. Le problème actuel en Europe, c'est que la lutte contre le trafic d'ivoire n'est pas prioritaire. Les priorités, c'est la lutte contre la circulation d'armes illégales, contre la drogue, et il va falloir pousser un petit peu, je pense, au niveau européen, la lutte contre le trafic d'ivoire. Donc les braconniers utilisent de plus en plus Internet ou les réseaux sociaux pour vendre leurs trophées. Donc pensez-vous que l'interdiction est suffisante, Il faut avoir une coopération internationale, puisque l'Internet c'est international. Donc il faut avoir une coopération internationale pour lutter contre tout ce genre d'activités illégales, y compris le trafic des produits d'ivoire. Mais l'essentiel, c'est quand il n'y a plus de marché, donc quand il n'y a plus d'intérêt, eh bien, les activités de ce genre, même passées par l'Internet, n'auraient plus de raison d'être. C'est ça qui est l'essentiel. Au-delà du seul trafic de l'ivoire et du sort des éléphants, quelles sont les mesures prises par le gouvernement chinois pour protéger la vie sauvage? Il y a des efforts incontestables en Chine qui correspondent encore une fois à une prise de conscience de l'importance de la vie sauvage, de la vie animale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, ce que fait la Chine, ça concerne aussi d'autres continents, d'autres pays. La Chine, c'est une preuve d'ouverture. J'aimerais bien évoquer, c'est la coopération internationale. Parce que protéger ces animaux sauvages, un seul pays ne suffit pas. Il faut que toute la communauté internationale se mobilise. Alors, la Chine travaille activement avec les autres pays, par exemple avec les États-Unis. Lors de la visite du président chinois Xi Jinping aux États-Unis, les deux pays ont annoncé, c'était en 2015, les deux pays ont annoncé en même temps leur intention de réduire progressivement le commerce. Réduire et interdire progressivement le commerce domestique des produits en ivoire. Et puis en 2014, lorsque le Premier ministre chinois est allé visiter justement Kenya, l'exemple que j'ai cité, il a annoncé aussi que la Chine accordait 10 millions de dollars sous forme de dons à l'Union africaine pour protéger les animaux sauvages, y compris ce genre de travail visant à protéger les espèces en danger. Un pays qui est parti dans une politique importante de préservation de son environnement doit à un moment ou à un autre s'occuper de la préservation des espèces animales. C'est assez normal qu'en Chine, on en vienne à cette phase-là, la protection des animaux. D'accord. Merci, c'est très concret. On a bien clôturé notre émission. Merci beaucoup. Notre émission a touché à sa fin. Et merci, messieurs, pour vos éclairages. Je pense que dans la lutte contre le trafic d'ivoire et pour éviter l'extinction des éléphants, la Chine a déjà accompli son premier pas, mais il ne faut pas oublier que le chemin est encore très long. Merci beaucoup et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur CGTN français. Au revoir.